C'était une matinée électrique à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La grande salle bourdonnait d'activités, des délégués, du personnel de sécurité et des journalistes, tous dans l'attente de la prochaine série de discours. Derrière les sourires diplomatiques, les tensions étaient palpables alors que des enjeux mondiaux urgents, changement climatique, insécurité alimentaire et inégalités économiques, dominaient l'ordre du jour. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que le changement de ton le plus radical viendrait non pas d'un dirigeant occidental, mais d'un président africain à la voix douce. Si vous croyez en la justice, en la foi, et en ces personnes qui changent le monde dans l'ombre, alors l'histoire d'Ibrahim Traoré est incontournable. Un leader sans luxe, sans tribune tapageuse, seulement du courage et une vision brûlante pour l'Afrique. C'est un parcours bouleversant, rempli de rebondissements, de révélations, et d'une vérité qui a secoué le monde. Cliquez sur j'aime, partagez la vérité, et abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucun chapitre de cette révolution. Ensemble, faisons vivre l'esprit de la force et de l'autonomie africaine. Lorsqu'Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, s'avança vers le pupitre, certains délégués ne levèrent même pas les yeux. Pour beaucoup en Occident, il restait ce jeune révolutionnaire aux idées audacieuses mais à l'influence jugée limitée. En coulisses, on l'avait surnommé avec dédain le président soldat, et certains représentants de pays donateurs s'étaient même demandé s'il avait sa place dans un événement d'un tel niveau. Des murmures circulaient au sujet de menaces juridiques, des entraves au commerce et de violations du protocole, venues de lobbies d'aide occidentaux. Pourtant, lorsqu'il se tint debout sous le sceau des Nations unies, vêtu de sa tenue traditionnelle emblématique et empreint d'une confiance tranquille, l'atmosphère commença peu à peu à changer. « Mesdames et messieurs, représentants du monde, commença-t-il, la voix calme mais assurée. Je ne viens pas solliciter de l'aide, mais présenter une nouvelle vision. Une vision où la terre africaine nourrit les bouches africaines. Une vision où nous ne survivons plus grâce aux miettes de l'aide étrangère, mais où nous nous élevons grâce aux fruits de notre propre labeur. » Un murmure parcourut l'Assemblée. Pendant des décennies, poursuivit-il, nos peuples ont dépendu de programmes comme USAID. Et oui, ces programmes ont sauvé des vies. Mais posons-nous une question plus difficile. Cette aide nous a-t-elle réellement libérés, ou a-t-elle simplement entretenu notre dépendance? N'avons-nous pas confondu l'illusion de la générosité avec l'absence de contrôle? Le silence fut immédiat. Tous les regards se braquèrent sur lui. Traoré ne sia pas. Il continua avec une clarté saisissante. Au Burkina Faso, nous lançons une initiative appelée du riz pour tous. Avec nos propres ressources et la collaboration de partenaires régionaux, nous commencerons à exporter du riz vers nos pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Pas comme de la charité, mais comme du commerce. Ce programme marquera le début de la fin de notre dépendance alimentaire vis-à-vis des donateurs extérieurs, y compris USAID. Des exclamations traversèrent la salle. Certains applaudirent. D'autres restèrent figés, visiblement troublés. Mais Traoré poursuivit, sa voix empreinte de fierté. Il ne s'agit pas simplement de riz. Il s'agit de dignité. Il s'agit de redéfinir l'esprit africain. Nous voulons que nos enfants grandissent en croyant au pouvoir de l'unité africaine, pas seulement aux promesses des donateurs étrangers. Nous voulons créer une nouvelle monnaie africaine, non pas imprimée à Washington ou à Bruxelles, mais cultivée, bâtie et circulée en Afrique. Il marqua une pause, puis prononça la phrase qui allait faire le tour du monde. L'aide extérieure a sa place. Mais elle ne peut pas être notre destin. La véritable transformation commence lorsque nous prenons en main notre avenir. Et c'est exactement ce que nous faisons. Les applaudissements éclatèrent par vagues, d'abord timides, puis en un tonnerre assourdissant. Mais tout le monde ne se joignit pas à la clameur. Au fond de la salle, Donald Trump resta figé. Il ne s'attendait pas à être ébranlé. Et pourtant, quelque chose dans ce discours, sa clarté, son refus de se soumettre, le laissa sans voix. Il se prend pour qui, ce type? Marmonna-t-il, en fronçant les sourcils. Remplacer les programmes américains comme ça? De retour dans sa suite privée, Trump n'attendit pas une seconde. Il convoqua ses conseillers, pointant du doigt un écran diffusant la rediffusion du discours de Traoré. Il veut mettre fin à USAID?
Il veut dire à l'Amérique qu'on n'est plus nécessaire? Un conseiller prit la parole, prudemment. Monsieur le Président, ce qu'il propose n'est pas une attaque. Ils parlent d'autonomie africaine. Ils essaient de construire leurs propres capacités internes. Cela pourrait transformer l'avenir du continent. Trump ne répondit pas. Pour une fois, il n'avait aucune réplique cinglante. Il se contenta de s'adosser à son fauteuil, visiblement troublé, non seulement par les propos de Traoré, mais surtout par l'assurance avec laquelle il les avait prononcés. Ce n'était pas un simple discours. C'était une remise en question de l'ordre mondial. Dans les jours qui suivirent, le monde réagit. La jeunesse africaine envahit les réseaux sociaux avec le hashtag Nouvelle Monnaie Africaine. À Dakar, des étudiants défilèrent avec des banderoles proclamant « Nourrir l'Afrique avec les mains africaines ». À Lagos, un panneau d'affichage reprenait une phrase du discours de Traoré. « La dignité ne se donne pas, elle se construit ». Et à Accra, un journaliste écrivit « Le Burkina Faso a parlé ». Et enfin, l'Afrique écoute. Pendant ce temps, les journaux occidentaux peinaient à interpréter l'événement. Le New York Times titra « La doctrine du choc de Traoré, l'Afrique peut-elle dire non à l'aide ?» The Guardian parla de « l'émergence d'une nouvelle voie africaine ». Mais à Ouagadougou, le président Traoré garda un message simple. Dans une allocution télévisée, il regarda droit dans la caméra et déclara « Nous ne sommes plus des mendiants à ce banquet. Nous sommes les bâtisseurs de notre propre table. » Pour un continent si souvent dépeint comme brisé, dépendant ou impuissant, ce moment représentait bien plus qu'un changement de politique. Il marquait une renaissance, un commencement. Et pour beaucoup de ceux qui observaient, une vérité s'imposait désormais. L'Afrique n'attendait plus qu'on lui donne la permission de diriger, elle avait déjà commencé. Le monde retenait son souffle tandis qu'Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se tenait au pupitre de l'Assemblée générale des Nations unies. Son discours, qui ne dura que quelques minutes, avait déjà provoqué une onde de choc dans les cercles diplomatiques. Mais alors qu'une grande partie de l'audience internationale saluait son appel à l'autonomie africaine, un homme, lui, ne décolérait pas. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Trump avait pris personnellement la proposition audacieuse de Traoré de supprimer progressivement les programmes d'aide alimentaire tels que USAID pour les remplacer par une initiative régionale dirigée par des Africains pour les Africains. À ses yeux, les paroles de Traoré n'étaient pas une déclaration d'indépendance, mais une insulte directe à l'influence que les États-Unis avaient patiemment cultivée sur le continent africain pendant des décennies. C'est une insulte, s'emporta Trump, claquant un dossier sur son bureau lors d'une réunion à huis clos avec ses conseillers. On a aidé ces pays pendant des années, et maintenant ils veulent nous jeter à la poubelle? Pas question. Pas comme ça. Partout dans le monde, les gros titres s'enflammaient. Le dirigeant du Burkina Faso défie l'ordre mondial, pouvait-on lire. Ibrahim Traoré appelle à l'autonomie africaine, proclamait un autre. Les chroniqueurs télévisés débattaient de la faisabilité de son programme, du riz pour tous, tandis que les économistes du développement s'affrontaient sur ses mérites. Certains saluaient le courage de Traoré d'avoir parlé ouvertement des pièges de la dépendance étrangère. D'autres mettaient en garde, ses objectifs étaient jugés trop ambitieux pour un pays comme le Burkina Faso, encore aux prises avec une infrastructure sous-développée. Exporter du riz, c'est inspirant, nota un économiste, mais la logistique terre, irrigation, réseau de transport, c'est un chantier colossal. Mais Traoré resta imperturbable. Lors d'une conférence de presse donnée peu après, il répondit aux critiques avec calme et détermination. Oui, nous connaissons les risques. Mais aucune transformation n'a jamais commencé sans courage. Nos fermes communautaires produisent déjà plus que jamais. Les gens sont motivés parce qu'ils entrevoient un avenir construit de leurs propres mains. Nous ne demandons pas la permission. Nous revendiquons notre avenir. À New York, Trump choisit de riposter non pas par la diplomatie, mais par une promesse. Il annonça une augmentation des investissements américains dans l'aide alimentaire et les infrastructures à travers l'Afrique, dans une tentative de réaffirmer l'influence des États-Unis. Pourtant, son message fit un flop auprès d'un nombre croissant de dirigeants africains, nombreux à être secrètement inspirés par la détermination de Traoré.
Pendant des décennies, ils avaient dû jongler entre les attentes occidentales et les réalités locales. Mais désormais, quelqu'un avait brisé le silence et le monde tendait l'oreille. Interrogé dans une interview exclusive sur les actions de Traoré, Trump ricana. Ce gars croit vraiment qu'il peut faire mieux que nous? Bonne chance à lui. On verra combien de temps ça dure sans notre aide. Mais ces paroles, censées le rabaisser, ne firent que renforcer la dynamique de Traoré. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une querelle d'ego. C'était un combat pour la dignité. Un combat contre un système qui, trop longtemps, avait sous-estimé la capacité et l'esprit africain. Dans les semaines qui suivirent, Traoré entama une tournée régionale. Il se rendit au Mali, au Niger et en Côte d'Ivoire, s'adressant directement aux agriculteurs, aux étudiants et aux dirigeants politiques. Partout où il allait, il répétait le même message. Nous ne plantons pas seulement du riz. Nous plantons l'espoir. Nous montrons au monde que l'Afrique peut se nourrir seule. Son discours toucha profondément la jeunesse, dont une grande partie n'avait jamais vu l'agriculture autrement que comme une corvée pénible. Désormais, grâce au leadership de Traoré et à ses investissements dans des technologies agricoles durables, un mouvement prenait racine. Les jeunes des zones rurales commencèrent à former des coopératives agricoles, recevant formation et soutien d'experts locaux au lieu de contractants étrangers. L'agriculture n'était plus perçue comme un fardeau, elle devenait un acte de résistance, d'autonomisation, de construction nationale. Aux yeux de beaucoup, Traoré n'était plus seulement une figure nationale. Il devenait un symbole continental. Sous sa direction, la production de riz du Burkina Faso connut un essor fulgurant. La coopération régionale s'épanouit. L'initiative se répandit naturellement dans les pays voisins. Des gouvernements mirent des terres à disposition. Les communautés offrirent temps et énergie. Et, surtout, les profits restaient sur le continent. Les récoltes africaines n'étaient plus siphonnées par des multinationales étrangères. À la place, un nouveau courant économique commença à circuler, une nouvelle monnaie africaine, générée sur le sol africain, gérée par des mains africaines. Lors d'un sommet historique de l'Union africaine, plusieurs chefs d'État se levèrent pour louer publiquement l'impact du programme « Du riz pour tout » de Traoré. Il prouve, déclara un président, que l'unité africaine n'est pas seulement un rêve, c'est un choix que nous pouvons faire chaque jour. Il nous rappelle que l'autonomie n'est pas seulement possible, elle est indispensable. À son arrivée, Traoré l'accueillit avec une cérémonie discrète mais pleine de sens. Pas de fanfare, pas de grande scène, seulement des agriculteurs, des étudiants et des leaders communautaires réunis sous un manguier. Monsieur le Président, dit Traoré, je suis heureux de vous voir ici. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble l'autonomie. Ils passèrent la journée à visiter des fermes gérées par de jeunes coopératives, des écoles agricoles alimentées par l'énergie solaire et des centres de distribution qui acheminaient le surplus de riz vers les villes voisines. Trump marcha entre les rangées de cultures dorées, observant des enfants mesurer le pH du sol, des femmes suivre les récoltes via des applications mobiles et des camions chargés de riz en route pour l'exportation et non pour l'importation. C'est impressionnant, admit Trump finalement, dans un moment privé. Mais dites-moi, vous pensez vraiment que cela remplace ce que nous avons fait? La réponse de Traoré fut posée, nous ne remplaçons personne. Nous construisons quelque chose qui nous appartient. Quelque chose qui peut inspirer les autres, et non les diviser. Trump resta silencieux. Pour la première fois, il ne se trouvait pas face à un politicien cherchant à obtenir ses faveurs, mais devant un leader qui n'en avait pas besoin. Un homme qui ne demandait pas de l'aide, mais qui offrait un exemple. Ce que Traoré avait construit avait déjà commencé à se propager, bien au-delà du Burkina Faso. Des pays d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est étudiaient le modèle. Des économistes l'avaient baptisé « nouvelle monnaie africaine », un terme désignant un capital généré localement, fondé sur la terre, les populations et l'innovation locale, plutôt que sur la dette ou la dépendance. Des rapports confirmèrent bientôt ce que beaucoup soupçonnaient, la production agricole du Burkina Faso et de ses pays partenaires avait bondi. La dépendance aux importations chutait. Les économies locales se renforçaient. Des jeunes qui autrefois rêvaient de fuir vers l'Europe plantaient désormais leurs racines chez eux, fiers de construire quelque chose de réel.
Au cours d'une interview en direct, quelques semaines plus tard, un journaliste posa à Trump une question directe. Maintenant que vous avez vu les résultats de vos propres yeux, Monsieur le Président, quel est votre avis sur le programme du riz pour tous? Trump marqua une pause. Une longue pause, rare. Il baissa les yeux, puis regarda droit dans la caméra. Eh bien, dit-il lentement, il se pourrait que ce type, Traoré, soit réellement sur une bonne voie. Ce n'était pas une approbation, mais c'était une reconnaissance venant d'un homme qui en donnait rarement. Et à travers l'Afrique, à travers un monde souvent sceptique quant à sa force, le message résonna haut et fort. L'Afrique ne demande plus la permission. Elle montre au monde qu'avec de l'unité, une vision et un leadership tel que celui de Traoré, elle peut se nourrir elle-même, se financer elle-même et se définir elle-même. Un nouveau chapitre venait de commencer. Je dois l'admettre. Déclara finalement Trump lors d'une interview télévisée, d'un ton plus réfléchi que provocateur. Ce type fait quelque chose d'impressionnant. Il prouve qu'il est possible de créer des solutions locales à des problèmes mondiaux. C'est une leçon dont nous pouvons tous tirer profit. Cette phrase stupéfia les commentateurs, tous bords politiques confondus. Pour un homme connu pour sa rhétorique brutale et sa posture America First, les mots de Donald Trump étaient une rare démonstration d'humilité. Mais plus encore, ils étaient la preuve du chemin parcouru par Ibrahim Traoré. Ce qui avait commencé comme une initiative audacieuse autour du riz dans un petit pays d'Afrique de l'Ouest était devenu un mouvement à l'échelle du continent, modifiant désormais la perception mondiale de l'Afrique. De retour au Burkina Faso, Traoré restait concentré, ancré dans la réalité. Le tumulte médiatique, les éloges, les gros titres. Il les reconnaissait, mais jamais il ne l'éloignait de l'essentiel. Il savait que la route était encore longue. Mais il comprenait aussi que le programme, du riz pour tous, avait accompli quelque chose de bien plus grand qu'une hausse de la production alimentaire. Il avait semé une graine, celle de la dignité, de l'unité, de la foi en soi. Pour le 5e anniversaire du programme, une cérémonie nationale fut organisée sous le ciel ouvert. Agriculteurs, écoliers, anciens, ingénieurs et délégués internationaux se rassemblèrent sur un vaste champ communautaire, où le riz doré ondulait dans le vent tel une mer de résilience. Prenant la parole, Traoré regarda la foule. Certains avaient douté de lui, beaucoup l'avaient accompagné et commença son discours. Lorsque nous avons entamé ce voyage, dit-il, la voix chargée d'émotion, on nous a dit que c'était impossible, que nous rêvions trop fort, que l'Afrique ne pourrait jamais se nourrir elle-même. Et pourtant, nous y sommes. Non seulement vivants mais florissants. Ensemble, nous avons prouvé que lorsque les Africains s'unissent autour d'une vision commune, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir. Puis, il fit une pause et sourit chaleureusement. Amadou, appela-t-il. De la foule émergea le jeune homme qui, autrefois, avait quitté l'école pour travailler dans les champs au Mali. Mais cette fois, Amadou n'était plus simplement un agriculteur, il était désormais coordinateur régional, supervisant des coopératives agricoles dans plusieurs pays et encadrant des centaines de jeunes dans des pratiques durables. Monsieur le Président, dit Amadou, la voix tremblante de fierté, vous m'avez donné un avenir. Mais plus encore, vous m'avez donné une raison de vivre. Et aujourd'hui, j'aide d'autres à trouver la leur. Traoré l'enlaça devant toute l'assistance, un moment simple mais d'une puissance immense, qui en disait bien plus que n'importe quel communiqué de presse. Les applaudissements qui suivirent ne saluaient pas seulement le dirigeant, mais le chemin parcouru, la vision partagée, et chaque main ayant touché la terre pour rendre tout cela possible. Voilà, déclara Traoré en se tournant vers la foule, le véritable héritage. Pas des statistiques, pas des victoires politiques, mais des vies transformées. Des rêves réalisés. Voilà ce qu'est la nouvelle monnaie africaine. Une richesse ni volée ni empruntée, mais cultivée par notre peuple, pour notre peuple. L'élan ne fit que croître. Inspirés par le succès incontestable du projet, plusieurs autres pays africains lancèrent des initiatives similaires adaptées à leurs contextes locaux. Des agriculteurs du Ghana, de Tanzanie, du Sénégal et d'ailleurs commencèrent à collaborer, à échanger leur savoir et à investir dans des avenirs partagés. L'Afrique ne se définissait plus par la dépendance. Elle écrivait une nouvelle définition, celle de la force, de la souveraineté,
du respect de soi. Même en dehors du continent, les experts du développement international commencèrent à changer de ton. Ce qui avait jadis été moqué comme utopique était désormais salué comme un modèle d'avenir. Un mouvement populaire fondé sur une économie guidée par la dignité. Un plan directeur vers une prospérité post-aide. Puis, quelque chose de véritablement inattendu se produisit. Dans le silence d'une soirée tardive, une lettre manuscrite arriva à l'arrêt. Quelque chose que je ne m'attendais pas à découvrir, et la véritable grandeur ne vient pas du pouvoir ou de la domination, mais du fait de bâtir quelque chose de réel qui élève les autres. Votre leadership a montré au monde ce qui est possible lorsque les idées sont enracinées dans les valeurs et portées par le courage. Félicitations pour ce que vous avez accompli. Le monde a besoin de plus de leaders comme vous. Avec respect, Donald J. Trump. La lettre fut publiée avec l'autorisation de Traoré et devint rapidement virale. Pour beaucoup, elle symbolisait quelque chose de bien plus profond qu'une simple réconciliation politique. Elle marquait un tournant dans la manière dont l'Afrique était perçue. Et, plus encore, dans la manière dont l'Afrique se percevait elle-même. Pour Traoré, ce n'était pas un trophée. C'était la validation d'une vérité essentielle. Lorsque les dirigeants se lèvent pour leur peuple, lorsqu'ils croient en leur propre terre, en leur jeunesse, en leur vision. Ils transforment le monde. Un matin, il se tint devant un vaste champ de riz s'étendant jusqu'à l'horizon, doré sous le soleil africain. Des oiseaux planaient au-dessus de lui, et des enfants jouaient près des canaux d'irrigation qu'ils avaient aidé à creuser. La scène était silencieuse, mais portait un écho puissant. Traoré inspira profondément l'odeur de la terre humide et murmura pour lui-même. Ce n'est que le début. Car l'autonomie n'était plus un objectif, elle était devenue une réalité. Et à chaque grain récolté, chaque jeune agriculteur formé, chaque frontière franchie dans un esprit de partenariat plutôt que de dépendance, l'Afrique se levait, non plus comme suiveuse, mais comme une force. Au départ, le monde l'avait mal compris. Lorsqu'Ibrahim Traoré, jeune officier militaire devenu président, se présenta à la tribune des Nations Unies pour affirmer le droit de l'Afrique à se nourrir elle-même, beaucoup de dirigeants levèrent les yeux au ciel. Ces mots furent jugés naïfs, perturbateurs, voire irrespectueux. Certains qualifièrent ces projets des irréalistes. D'autres l'accusèrent de mettre en péril les partenariats mondiaux. Dans les coulisses, des bailleurs de fonds internationaux murmuraient des menaces de représailles politiques. Des conseillers juridiques débattirent de la légalité du programme au regard des accords commerciaux en vigueur. Un diplomate occidental aurait même soufflé. Ce gamin, il se prend pour qui? Donald Trump, depuis une suite privée à New York, réagit avec un mépris particulier. Il insulte la main qui le nourrit, lança-t-il à son équipe. On a soutenu ces pays pendant des décennies, et maintenant ils veulent faire sans nous? C'est inacceptable. Et pourtant, ce qui avait été considéré comme de l'arrogance se révéla être de la vision. Ce qui fut rejeté comme un défi irréaliste devint un levier de transformation globale. Et dans ce revirement historique, Ibrahim Traoré n'avait pas seulement semé du riz, il avait semé un nouvel avenir. Ce fut un moment chargé d'incompréhension et de mépris, mais un moment que l'on se rappellera bientôt comme celui où tout a commencé à changer. Car ce que représentait Traoré, ce n'était pas seulement un homme, c'était un état d'esprit. Un renversement de marée. Un rejet d'un récit qui, trop longtemps, avait enfermé l'Afrique dans une image de dépendance, de division et de besoin perpétuel. La leçon commence ici. Ne sous-estimez jamais ceux qui ont été sous-estimés trop longtemps. Le programme, du riz pour tout, de Traoré était bien plus qu'une réforme agricole. C'était une révolution idéologique. Il remettait en cause les fondations même de l'aide étrangère, en posant une question essentielle. Et si nous arrêtions de l'appeler aide pour commencer à l'appeler contrôle? Et si au lieu de dépendre, nous construisions? Son message n'était pas un cri de colère. Il était limpide. L'Afrique doit se nourrir elle-même, se financer elle-même, croire en elle-même. Sa déclaration a provoqué une controverse immédiate, mais elle a aussi réveillé quelque chose de plus profond. L'espoir. La première leçon est celle du courage. Diriger un continent encore marqué par les traumatismes coloniaux, piégé dans les dettes, et hanté par l'ombre de l'aide conditionnelle et affirmer, sans trembler, nous le ferons nous-mêmes.
est un acte de courage immense. Traoré n'a pas attendu l'autorisation. Il n'a pas cherché de validation. Il a construit. Il a sémé. Il a mobilisé. C'est cela, le leadership. La deuxième leçon concerne la puissance des solutions locales à des problèmes mondiaux. L'insécurité alimentaire est un enjeu planétaire. Mais au lieu de dépendre des chaînes d'approvisionnement globales et des organisations d'aide bureaucratiques, Traoré s'est tourné vers la terre sous ses pieds. Il a donné du pouvoir aux agriculteurs, pas aux financiers. Il a privilégié les coopératives aux grandes entreprises. Il a lancé la nouvelle monnaie africaine, non pas comme devise, mais comme philosophie économique. Une richesse générée par les Africains, circulant entre Africains, pour le bénéfice des Africains. Ce n'est pas seulement une réforme économique. C'est une libération. La troisième leçon est celle de la jeunesse et de l'éducation. Traoré savait que l'autonomie ne s'hérite pas, elle s'apprend. Grâce à la campagne, Semer l'avenir, les jeunes agriculteurs ont été formés aux pratiques agricoles modernes, à l'adaptation climatique et à l'éducation financière. Il ne leur a pas seulement donné des outils, il leur a donné la foi. L'un d'eux, Amadou, est devenu un leader régional dans l'agriculture durable. Son histoire n'est pas une exception, elle est le symbole de ce qui devient possible quand la croyance remplace la pitié. La quatrième leçon est celle de l'unité. Trop longtemps, les nations africaines se sont affrontées pour capter une aide étrangère limitée. Traoré a renversé cette logique. Il a rassemblé le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et d'autres dans une alliance agricole fondée sur la confiance et le commerce, pas sur la charité. Les frontières sont devenues des ponts. Voilà l'unité africaine en action, non pas seulement prononcée dans des sommets, mais vécue dans les champs et les marchés. Et petit à petit, le monde a commencé à prêter attention. Même Donald Trump, qui autrefois s'était moqué de l'initiative, s'est rendu au Burkina Faso et a dû reconnaître. C'est impressionnant. Plus tard, dans une lettre adressée à Traoré, il écrivit « Vous m'avez appris quelque chose d'important. La véritable grandeur vient du fait de créer des solutions qui profitent aux gens, pas seulement au gouvernement. » Cela nous amène à la cinquième, et sans doute la plus puissante des leçons. Le respect ne se gagne pas par l'imitation, mais par l'authenticité. Traoré n'a jamais cherché à copier les modèles occidentaux. Il n'a pas supplié qu'on l'inclue. Il a proposé une nouvelle voie enracinée dans l'expérience africaine, dans la terre africaine et dans l'esprit africain. Et ce faisant, il n'a pas seulement transformé l'agriculture, il a transformé les perceptions. Il a redéfini l'Afrique, non plus comme une crise, mais comme une solution. Non plus comme un fardeau, mais comme un modèle. Son leadership nous rappelle que l'autonomie n'est pas l'isolement. C'est l'interdépendance selon ses propres termes. C'est la capacité à coopérer, non par désespoir, mais depuis une position de force et de dignité. C'est le courage de dire « Nous accueillons les partenariats, mais nous n'avons pas besoin d'être secourus ». Dans le monde d'aujourd'hui, où l'aide est souvent liée à des agendas cachés, et où le pouvoir se mesure trop souvent à qui domine qui, Traoré a offert un contre-exemple radical. Un dirigeant qui n'a pas cherché à faire suivre les autres, mais à leur apprendre à se suivre eux-mêmes. Les rizières du Burkina Faso ne sont plus de simples terres agricoles. Ce sont des salles de classe vivantes. Chaque grain de riz est une leçon de patience, de résilience et de souveraineté. Et chaque récolte fait résonner une vérité que le monde avait trop longtemps ignorée. L'Afrique peut diriger, l'Afrique peut s'élever, l'Afrique peut se nourrir elle-même. Et la dernière leçon, celle qui demeure au fil du temps, la dignité n'est pas quelque chose que l'on demande. C'est quelque chose que l'on cultive, rangée après rangée, graine après graine, jusqu'à ce qu'elle devienne un champ trop vaste pour être ignoré.